d'en savoir un petit peu plus sur la communauté Le Hibou. Alors aujourd'hui, ce nouvel webinaire, nous recevons Mohamed Tari Outé, Lean Agile architecte, qui va nous expliquer comment déployer le Lean Portfolio Management. Si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à nous les poser via le chat. Il prendra le temps de vous répondre et vous aurez aussi 10 minutes à la fin dédiées aux questions liées à sa présentation. Évidemment, les questions doivent être liées à la thématique, bien sûr. Et pour tout ce qui est du reste, vous pouvez le contacter directement via ses réseaux ou sur son LinkedIn. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Laurie, user care operator chez Le Hibou. Alors, user care operator, ça consiste à être en support pour la communauté des freelances via la plateforme. Je réponds à vos questions via le petit chatbot. Je fais aussi de la modération des inscriptions et je m'occupe aussi du Slack des freelances. Je vais aussi, avant de commencer, vous présenter Le Hibou en quelques mots. Alors, si tu peux juste, voilà. Le Hibou, alors on est une société, une plateforme de freelancing qui est numéro 1 dans la tech et l'innovation. Nous sommes présents à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Benelux, la Suisse, l'Espagne. Nous avons des missions moyennes de 19 mois. Notre TGM moyen est de 700 € et nous avons comptabilisé plus de 7200 missions longues en 2025, avec aussi plus de 20% par an pour la croissance de notre communauté. Nous travaillons également avec plus de 500 entreprises. Ils nous font confiance depuis maintenant 10 ans. Car Le Hibou a fêté l'an dernier ses 10 ans. Nous avons des grands groupes, notamment comme BNP, Crédit Agricole, AXA, Sephora, L'Oréal, etc. Je passe maintenant la parole à notre présentateur, Mohamed, pour qu'il se présente et qu'il commence avec sa présentation. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Vous me dites si vous m'entendez bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Mohamed Tari Outé. En fait, moi, je suis à la base intégrateur de solutions de gestion de projet. C'est là où j'ai commencé ma carrière. Donc, en intégrant les solutions de gestion de portefeuille de projet, donc tout naturellement, on évolue vers des postes de PMO, de gestionnaire de portefeuille. Donc, je commençais un peu à travailler avec les C-level des boîtes pour les aider à définir leur démarche de gestion de portefeuille. Chez un de mes clients, j'avais découvert l'agilité à l'échelle. Donc, il était en train, donc évidemment, étant développeur, intégrateur, etc. Donc, j'ai bien évidemment travaillé dans l'agile, dans des équipes agiles en tant que développeur, puis des fois en tant que Scrum Master et des fois en tant que PO. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué vers des postes de gestion de portefeuille. J'ai commencé à travailler avec les entreprises, avec les directions des systèmes d'information, avec les directions métiers, dans l'optimisation de leur portefeuille, leur façon de gérer les budgets, de gérer la capacité, etc. C'est là où j'avais découvert chez un de mes clients l'agilité à l'échelle. Donc, ils étaient en train de déployer Safe. Donc, je me suis intéressé pour Safe. Et petit à petit, je commençais à évoluer vers l'implémentation de Safe. Donc, j'ai fait les certifs qui vont bien, le Safe Agility, Safe LPM, et puis Safe SPC. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une crédibilité pour pouvoir déployer Safe. J'ai fait quelques missions de déploiement de l'agile à l'échelle, on va dire from scratch. On est parti de rien pour avoir une gouvernance, pour avoir en fait l'organisation Safe. Et par mon passé sur le portfolio et par mon passé sur les outils de gestion de portefeuille, donc c'était pour moi plus sympa de travailler sur le Lean Portfolio Management, qui est un peu le sujet de ce webinaire, où je vais vous faire un petit retour d'expérience donc à terrain. Donc déjà, pourquoi on met en place le Lean Portfolio Management? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que
quand on va suivre, en fait, je prends l'exemple de Safe, du framework Safe, donc on va suivre la roadmap de déploiement que j'aime pas trop, dans le sens, enfin, j'aime pas trop parce qu'elle est très opérationnelle. Je prends l'exemple en France, c'est un peu compliqué, donc on a tendance toujours à essayer de déployer l'agilité opérationnelle, donc l'agilité à l'échelle, monter les trains, prendre les équipes. Des fois, on essaye de faire du story mapping, on essaye de faire, pas story mapping, on essaye de faire du value stream mapping, pardon. Et à partir de là, on design des trains et on sort avec des trains. Et quand on commence à regarder un petit peu, bon, les trains, ils tournent bien. Il y a des équipes, il y a des synchros, il y a des belles cérémonies avec le PI planning, avec les rétros, les systèmes démo. On se dit, OK, on est safe, on a un train qui tourne, on a ce qu'il faut. Mais après, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe avant d'alimenter le train, on tombe on est toujours sur des pilotages en silo. Donc, on a toujours des directions qui portent les budgets, on a toujours des directions qui portent des roadmaps. On se retrouve avec des trains qui correspondent plus à des usines de développement ou des usines de production où il y a plusieurs roadmaps qui tombent à droite, à gauche. Et donc, du coup, parce qu'on a suivi à la lettre, comme on dit, la roadmap de déploiement safe, que j'ai rien contre cette roadmap, c'est juste que je trouve qu'il y a quand même des étapes qu'on oublie quand on commence à déployer l'agilité à l'échelle. C'est cette étape de comment on alimente le train, comment on fait le lien avec la stratégie. Donc, toute la stratégie de l'entreprise, au début, c'est ce qu'on essaie de vendre avec le SAFE. On crée un système opérationnel donc, qui permet de tracer une chaîne de valeur. Et puis, à partir de là, on part de la stratégie de l'entreprise, on crée la business agility. Donc, on aime bien utiliser ces termes-là en tant que coach. Et par la suite, on se retrouve face à une réalité. Bon, on a toujours les budgets qui sont décorrélés, donc il n'y a pas de lien entre la stratégie et l'opérationnel. On se retrouve avec des gaps. Donc, chaque PM ou bien chaque PO, il va avoir sa roadmap, donc il va essayer de suivre et d'appliquer sa roadmap. Et on va avoir des PM qui sont maîtres de leurs produits. On va avoir des demandes qui arrivent urgentes. C'est vrai qu'on applique les règles. On se dit, OK, on a défini un périmètre de sprint, on ne change pas. On a défini un périmètre d'incrément, on ne change pas. Alors que c'est pas du tout ça ce qu'il faut faire quand on déploie l'agilité, on va dire de bout en bout, et quand on va définir la business l'agilité en partant du haut jusqu'en bas. Donc, il nous manque ce cadre-là qui est le Lean Portfolio Management pour avoir en fait la possibilité de faire le lien entre la stratégie et l'opérationnel, de pouvoir alimenter proprement les trains. Et donc, du coup, la plupart des entreprises, une fois qu'ils aient déployé Safe et qu'ils aient déployé, on va dire, les trains et la partie essentielle de Safe, ils commencent à se dire, OK, maintenant, il est temps de mettre en place le LPM. Pour eux, le LPM, c'est une petite mode ça fait un étage en plus dans Safe qu'il faut qu'on déploie. Mais le problème, c'est pas ça, c'est pas déployer le Lean Portfolio Management, c'est le besoin, c'est quand on déploie les trains, c'est plus du tout compatible avec le mode de fonctionnement projet classique. Il est plus compatible avec les budgets qu'on va faire à l'année. Il est plus compatible avec la capacité qu'on va allouer à des sujets. Donc, on va se retrouver toujours avec des sociétés, enfin, avec des directions qui vont allouer des budgets pour faire un projet, ou bien allouer plusieurs budgets pour faire des projets. Et après, ils commencent à se dire, OK, quel est le reste à faire? Quelles sont les projections? Donc, du coup, on se retrouve avec une usine qui est safe, et puis un mode classique qui n'est pas du tout safe. C'est pour ça, en fait, on déploie le Lean Portfolio Management. Là, je vais vous raconter une petite histoire donc, d'un petit Rex chez un de mes clients. Donc, je suis arrivé, c'est toujours la même chose. Donc, on se retrouve dans une un grand périmètre, ce qu'ils appellent un portefeuille, donc sans parler vraiment du sens de portefeuille. Pour eux, portefeuille, c'est tout ce qui est budgétaire. Donc, j'arrive, portefeuille. Il y a plusieurs directions de métier qui vont passer des commandes auprès d'un train. Pour eux, il y a un train, il y a plusieurs directions de métier. Chaque direction de métier, il a un représentant qui est un business owner qui va centraliser toutes les demandes et qui va les envoyer dans le train. Et donc, du coup, on se retrouve avec chacun sa roadmap. La partie budgétaire, le classique,
c'est toujours pareil. Donc, un budget qui est défini par projet et voté à l'année. Donc, à l'année, on va faire ce qu'on appelle un plan de projet avec un certain nombre de sujets, avec leurs besoins en termes de budget. On va demander telle somme pour faire tel sujet, telle somme pour faire tel sujet, etc., etc., etc. Donc le train il tourne bien. Donc il y avait deux trois trains. Donc ça va, ça tournait bien. Donc ils arrivaient à livrer, mais il n'y avait pas de cohérence. Il y avait pas toujours de lien avec la stratégie. Donc des fois, on fait travailler les équipes sur des choses qui n'ont rien à voir, qui rapportent aucune valeur. Donc c'est pour ça on dit clairement, c'est qu'il n'y a pas de vision par la valeur, il n'y a pas de pilotage par la valeur. En gros, tout ce qu'on développe n'a rien à voir avec, enfin, on va pas dire tout ce qu'on développe, une grande partie de ce qui est développé ne correspond pas du tout à ce qu'on veut faire. Même si des fois on essaye de s'orienter le maximum vers nos axes stratégiques, comme vous savez, dans toutes les entreprises, forcément, on a le COMEX ou le CODIR qui va poser des axes stratégiques. Après, ces axes stratégiques, il faudra les expliquer aux équipes. Donc, les équipes, ils vont travailler. Chaque PO, chaque PM, il a son produit. Donc, il va faire évoluer son produit, il va créer des offres, il va créer des nouveaux produits, des nouvelles choses dans leurs produits. Mais on n'est pas sûr que ce qui est produit, c'est bien aligné avec les axes stratégiques parce qu'il y a quand même une sorte de gap. Et on a besoin d'un petit pont qui n'existait pas. Et donc ça, je ne l'ai pas trouvé chez mon client. Et pareil sur la partie priorisation. Donc quand j'arrive, je leur pose la question, vous priorisez comment? La réponse était, ben, on priorise avec le leadership. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis BO, je sais prioriser mes sujets, donc je dis que c'est moi qui décide à la fin pour je vais lancer ce sujet. Et après, quand je leur dis, ben, qu'est-ce qui te garantit que ce que tu as priorisé est bien aligné et c'est ce qu'il faut vraiment faire? La réponse est oui, mais on s'en sort pas mal, on sait déjà le faire, il n'y a pas de souci. C'est là où j'ai commencé à déployer le Lean Portfolio Management chez eux. Et donc, comme vous le savez, c'est quelque chose que vous allez avoir je ne sais pas si, comme je ne vois pas ceux qui sont connectés, donc je ne sais pas si vous avez déjà déployé du Lean Portfolio Management ou vous serez amené à le déployer. Donc, il faut savoir que quand vous arrivez pour déployer le Lean Portfolio Management, vous n'allez jamais arriver dans de très bonnes conditions. Vous n'allez jamais partir parce que ce que dit Safe et ce qu'on applique nous, coach, on va dire, je ne vais pas dire bêtement, mais je vais dire un peu en suivant les règles, en restant un peu by the book safe, c'est que c'est pas dans safe, ils n'ont pas dit qu'à un moment donné, il faut penser au LPM dès le début. Il faut d'abord déployer vos trains, stabiliser vos trains, et puis après, vous déployez le Lean Portfolio Management. Si on voit, c'est le troisième étape, quatrième étape dans la roadmap, on va introduire le LPM. Donc du coup, en déployant le train, on va se retrouver avec des mauvaises habitudes qui vont s'installer, des mauvaises façons de gérer. Donc, on va se retrouver avec déjà des problèmes et des irritants qu'on va retrouver, et que le LPM, logiquement, il est censé les éliminer. Donc, vous allez vous retrouver dans un environnement, et donc c'est ce qu'on a rencontré nous aussi, bien évidemment, c'est pas de vision claire. Donc, il y a pas, on ne sait pas exactement euh, quelle est la finalité du train. Donc, généralement, ils vont dire, ouais, mais mon train, je sais exactement ce qu'il doit faire. On sait exactement quel service, quel fonctionnaire, enfin, on va dire quelle chaîne de valeur, parce qu'ils aiment bien utiliser le terme chaîne de valeur, on sait quelle chaîne de valeur ils servent. Mais est-ce qu'on a une vision claire? Quand on leur pose la question, vous avez une stratégie claire? Vous avez des objectifs? Vous savez ce que vous voulez faire? La réponse est toujours non. Donc, du coup, il faudra construire cette partie. Et quand on commence à leur parler Lean Portfolio Management, il faudra qu'on commence à se poser, à discuter, à parler de la stratégie, etc. On a forcément des métiers qui ne sont pas du tout dedans. Et ils commencent toujours à nous dire, ouais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, tout ça? Euh, Moi, non, je sais bien faire à la maille de la feature. J'ai déjà eu ces retours-là chez un de mes clients en business owner qui me disait, ben, tu m'as pas du tout convaincu. Moi, je sais gérer à la maille de la feature. J'ai pas besoin de cette vision épique. J'ai pas besoin de cette vision stratégique parce que je sais faire. OK. Quand on leur pose la question, OK, vous priorisez comment? Bon, comme ce que je vous ai dit au début, c'est par le leadership.
Euh, Quand on commence à introduire les notions d'épique projet, enfin les notions d'épique pour remplacer le projet, alors là, il faut passer des heures et des heures, voire des fois des jours et des mois pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une épique versus ce que c'est qu'un projet. Donc la différence entre les deux, elle est jamais évidente et donc on a du mal à la comprendre. Et pour eux, donc ok, le projet, bah, je finance un projet, ça va être pareil, je vais financer une épique. Donc l'épique, elle a une date de début, une date de fin. Quand on leur dit non, non, l'épique n'a pas de date de fin, elle a juste la fin, elle est définie quand on aura atteint les objectifs qu'on a définis au niveau de l'épique initialement. Et pareil, donc quand on commence à introduire la notion de budget, alors là c'est catastrophique. Donc là tous les, on va dire les directeurs et les responsables budget, ils se sentent un peu menacés parce que pour eux ils vont perdre leur pouvoir, ils vont perdre la main sur leur budget. Donc du coup tout de suite une inquiétude qui s'installe, une frustration et donc ça qui dit frustration dit réticence au changement. On n'aime pas trop ce que vous êtes en train de nous raconter. Ça nous intéresse pas. Non, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour non, non, on veut pas. Donc du coup, c'est toujours très très compliqué. Ben, je peux vous dire clairement que moi, ce que j'ai vécu chez un de mes clients, c'est j'ai vécu 6 mois à essayer de les acculturer, de leur faire comprendre qu'il y a besoin de faire du portfolio, qu'il y a besoin de faire du lean portfolio management, qu'il y a besoin de créer un pont entre la stratégie et l'opérationnel. Et pendant ces 6 mois, donc c'est toujours toutes les portes se fermaient, ce qui est tout à fait logique. Pour eux, non, ils comprennent pas la nécessité, ils comprennent pas le besoin. Et à un moment donné, donc je leur ai dit, bah écoutez, on va se mettre dans une salle pendant 2 jours. Je ne vais pas vous former sur du sales, je ne vais pas vous former sur du lean portfolio management, mais on va essayer de travailler sur, opérationnellement parlant, sur vos sujets. Donc, on est parti des axes stratégiques de l'entreprise et on leur a dit, bah, vos axes stratégiques, moi, je suis opérationnel. Je me mets à la place des développeurs, je me mets à la place du PM, je me mets à la place des PO. Est-ce qu'on le comprend? Euh, non, c'est pas compréhensible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous manque pour que ce soit compréhensible? Il faut le décliner, il faut l'expliquer. Après, quand ils ont commencé à dire, oui, mais comment l'expliquer? Donc, on leur a dit, bah non, il suffit pas que de l'expliquer. Il faut l'expliquer, il faut le décliner, il faut mettre des objectifs derrière, il faut mettre des échéances derrière. Ils ont dit, oui, mais tout ça, comment on va faire ça? Je leur dis, bah non, là, vous avez un outil qui est un super outil qui s'appelle le LPM qui vous permet de faire ça. Ah, on dit, mais c'est pas ce que tu nous racontais depuis 6 mois sur ce qu'on est en train de faire avec les épiques et tout. Oui, oui, c'est exactement ça. Oh, mais le LPM, il fait ça aussi. Ah bah oui, le LPM, il fait ça, donc il est vraiment fait que pour ça. C'est là où j'ai commencé, on va dire, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu de sponsorship, j'ai commencé à avoir une petite implication, un investissement des parties prenantes. Et c'est là où je peux dire que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du lean portfolio management proprement et faire du déploiement comme on va dire, comme ce qu'il faut faire pour déployer le lean portfolio management. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place, ce que j'ai pu faire on était deux personnes à travailler sur ce périmètre-là. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? Donc, du coup, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est un peu peut-être différente de quelques-uns, de quelques autres coachs, même si moi, j'aime pas trop me positionner en tant que coach. Euh, Ayant déjà fait du terrain, ayant déjà été dans des équipes opérationnelles pour faire du développement, j'étais développeur, donc je connais un peu les stories, je connais un peu les priorisations. J'ai fait un peu de Scrum Master, j'ai fait un peu la gestion budgétaire, je fais un peu ces trucs-là. Donc, je commençais à parler avec ces gens-là, avec les problèmes opérationnels, en parlant leur langage. Donc, parce que nous, on a tendance, et ça, c'est un peu le problème de pas mal de coachs safe ou même coach agile, on a tendance à venir décliner une méthode. On reste très théorique. Moi, j'ai assisté à des présentations du Lean Portfolio Management qui ont été faites par des coachs. J'ai rien contre ces personnes-là. Donc, ils ont déroulé une cinquantaine de slides, très, très théoriques. Et quand on commence à se dire, on pose la question aux gens à la fin, ouais, mais OK, bah, c'est très théorique tout ça, mais je ne sais même pas si ça match avec notre mode de fonctionnement.
Donc, les sociétés, donc nous, on a tendance en tant que coach d'appliquer la méthode, de suivre les roadmaps, de ce que proposent les frameworks. OK, les frameworks, c'est très bien. Les frameworks, ça structure tout, ça définit le cadre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que face à nous, on a des gens, généralement des directeurs, généralement des business owners, généralement même des fois des chefs d'entreprise, qui nous ont pas attendus pour savoir fonctionner. Donc, ils savent gérer, ils savent sortir des produits, ils savent vendre. Leurs sociétés sont généralement, ils rapportent l'argent, sont bénéfiques. Enfin, en fait, ils nous ont pas attendus. Donc, c'est ça qu'on oublie, nous, en tant que coach. Ils nous ont pas attendus, ils nous attendaient pas pour savoir qu'il faut définir la stratégie, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. C'est là où il faut commencer à leur parler leur langue et se mettre et montrer lors des déploiements, que ce soit safe, agile à l'échelle ou bien le LPM ou n'importe quel framework, leur montrer qu'on connaît un peu leurs problématiques, qu'on leur parle avec le langage du terrain. C'est ce qui est important, c'est ce qui rend un peu j'ai envie de dire, c'est ce qui rend un peu la tâche facile et c'est ce qui fait qu'on arrive qu'ils arrivent à nous comprendre. Et donc, du coup, par rapport à ce client, donc, ce qu'on a fait, c'est on est parti des axes stratégiques. Donc, chaque axe stratégique, on a dit, bah, c'est pas compréhensible, bah, on va prendre chaque axe stratégique, on va essayer de définir ce qu'on appelle des thèmes stratégiques. Je leur ai présenté ce que c'est qu'un thème stratégique. Évidemment, je prends ce qui est marqué dans le SAFe, ce qui est marqué dans les frameworks. Moi, le framework, personnellement, c'est ma façon de fonctionner. Je ne le prends pas comme des règles, je le prends comme une boîte à outils. Donc, je suis comme un plombier, j'arrive avec ma boîte à outils, avec un certain nombre d'outils. Ben, je prends ma mallette, c'est le framework Safe, c'est le framework Spotify, c'est Scrum, c'est ce que vous voulez. Et donc, je sors les outils dont j'ai besoin. Et donc, les outils que j'ai sortis, bah, j'aurais dit, bah non, il y a les thèmes stratégiques, il y a un bon outil qu'on peut utiliser. Et ce thème stratégique, voilà comment on le définit, voilà ce que dit la méthode, voilà ce que dit Safe. Et ils ont adhéré, donc on a essayé de définir ces thèmes stratégiques et on a essayé de les formuler proprement pour que ce soit compréhensible. Une fois que ça a été fait, pour chaque thème stratégique, on aura dit maintenant que c'est défini, on va décliner le thème stratégique en objectif. On rentre un peu dans le détail. OK, le thème stratégique, c'est par exemple diversifier nos sources de revenus. OK, soit. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut atteindre, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires d'ici un an par rapport sur une nouvelle activité. Créer une nouvelle activité qui va nous rapporter 1 million de chiffre d'affaires. Donc, on a décliné nos thèmes stratégiques en objectifs. Une fois qu'on a décliné nos thèmes stratégiques en objectifs, on a mis des échéances qu'on a appelées des jalons de roadmap. Ça, Safe, logiquement, il vous dit, bah, mettez des KPI, mettez des OKR. Nous, on aura dit, bon, on va faire simple. On va faire des échéances qui correspondent à des jalons de roadmap stratégiques qui vont nous permettre de définir une sorte de roadmap. Et à partir de là, on a décliné chaque jalon, chaque objectif en épique. Et à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre que c'était une vraie épique. Donc, on a décliné tout ça en épique. Une fois qu'on a décliné les épiques, on a dit bah, on va faire un travail de priorisation au niveau des thèmes stratégiques. On les a priorisés, soit avec du dot voting. Après, on a trouvé 3-4 critères pour mettre un scoring et prioriser les thèmes stratégiques, ce qui nous a permis de définir une sorte de poids au niveau de chaque thème stratégique. Et ce poids-là, il a été traduit par une répartition budgétaire. Donc, le thème qui a le plus de poids, c'est celui qui a eu le plus de pourcentage budgétaire. Donc, ça s'est fait tout seul. Donc, on a réparti le budget du portefeuille sur les différents thèmes. Donc, ça s'est fluidifié. C'était tellement fluide. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, donc ils ont commencé à dire, ouais, mais maintenant, attends, ces épiques-là qui sont dans qui sont dans le thème stratégique, il va falloir les prioriser entre elles. C'est eux qui ont commencé à se poser les bonnes questions. Et donc là, je leur dis, bah, on a un outil dans le LPM qui s'appelle le WJF qui vous permettra de faire la priorisation. On va essayer de voir cet outil, ce qui va nous apporter. Et s'il nous apporte quelque chose, ben, on va l'utiliser. Donc du coup, on l'a utilisé, on se l'est approprié, on l'a bien évidemment adapté au contexte et on l'a utilisé. Donc ça nous a permis d'avoir une backlog d'épiques priorisées.
Et à partir de là, comme on avait déjà mis en place au début la partie opérationnelle avec les épiques, donc on avait déjà fait un exercice de regroupement des features dans des épiques, etc. Donc on a juste fait le rapprochement entre ce qui remonte des trains, qui a été déjà défini en mode épique, et puis les épiques qui descendent du top-down. On a fait le rapprochement et on s'est retrouvé avec une roadmap stratégique, avec les jalons, avec les objectifs, et en parallèle avec les épiques qui vont servir ces objectifs-là. Une fois que ça a été fait, on a fait une grosse cérémonie qu'on a appelée le Strategic Portfolio Review, qui existe dans Safe, évidemment, qui permet d'expliquer, de présenter cette roadmap et que le patron du portefeuille, il est allé la vendre auprès des sponsors, auprès des investisseurs, auprès de sa direction. Et donc, du coup, ils se sont dit, ah ouais, c'est vraiment intéressant ce LPM, ça nous permet d'avoir cette structuration, etc., etc. Et on s'est retrouvé avec quelque chose qui part du top jusqu'au train et que ça prémâche tout le travail pour le train. Comme ça, le train, il sait exactement ce qu'il faut livrer, quand, et après, ils essayent juste de respecter, on va dire, les jalons. Même si on a généralement une repriorisation au niveau du train, mais la boussole, elle a déjà été définie et le chemin, il a déjà été défini de la stratégie. C'est un peu le problème quand on déploie, comme ce que je vous disais au début, l'agilité à l'échelle, c'est que généralement, c'est le train finalement et c'est le PM qui va définir quel feature il va le relancer. Maintenant, non, ça vient du haut parce qu'on sait exactement dans les principes du Lean Portfolio Management, c'est éliminer le principe numéro un, c'est éliminer le gaspillage. Donc, en gros, on s'assure que chaque euro investi, il va toucher un objectif ou bien un jalon dans la roadmap stratégique. Et donc, c'est ce qui a permis d'avoir en fait une sorte d'un cercle qu'on a mis en place trimestriel où on se retrouve tous les trimestres pour le stratégique portfolio review pour revoir la roadmap qu'on a définie. On a passé des heures et des heures, je peux vous dire, on a passé beaucoup d'ateliers pour sortir les thèmes stratégiques, les objectifs, les jalons, etc., etc. Et à partir de là, on faisait des points des situations tous les 3 mois pour revoir ces priorités, pour revoir s'il y a des nouvelles priorités, on les intègre. S'il y a des nouveaux sujets, c'est des sujets réglementaires qui tombent, on les intègre. Et donc, on avait en fait notre roadmap de suivi, notre roadmap de pilotage stratégique. Après, il y avait le participatory budgeting ou le budget participatif qu'on a mis en place juste après le SPR, parce que quand on a défini le SPR, à un moment, ils ont dit, OK, c'est clair maintenant opérationnellement parlant, mais comment on fait pour la partie budgétaire? Donc, on a pris les enveloppes budgétaires par rapport à la répartition qui a été définie sur les différents thèmes stratégiques et on a décliné ça en épiques. Et face à chaque épique, on a mis les les équipes du train, on va dire le périmètre du train qui est impacté, avec pas vraiment un chiffrage en mode projet avec combien de jours pour telle équipe, telle équipe, telle équipe, non plutôt de dire, OK, pour chaque épique, quel est l'ensemble, on va dire, d'équipes, quelles sont les équipes qui vont être impactées sur cette épique-là, à quel pourcentage. Ce qui nous a permis aussi de restructurer le train. Donc, du coup, on s'est retrouvé déjà avec une restructuration du train. À chaque fois qu'il y avait un SPR, donc on faisait ce travail de budget pour vérifier qu'on a la capacité de financer ce qui est priorisé et on a aussi la capacité de faire ce qui est priorisé. Bien évidemment, après le PI planning, qui n'a pas trop bougé, mais juste il prenait maintenant les inputs de la roadmap stratégique et non plus de ce que va mettre dans la liste des features le PM ou bien ce que va mettre le PO au niveau des features. Il y a juste un point, c'est que parce que avant de mettre tout ça en place, c'était avant le PI, je pense lors du sprint innovation, il faisait le tour des PM, il leur disait, OK, envoyez-nous la liste des features que vous allez lancer pour le prochain PI. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils faisaient différemment. OK, on a le portfolio sync qui va ordonnancer les travaux. Et donc, ces travaux-là, on sait exactement pour le prochain PI qu'on va lancer tel sujet. Tel sujet, il va faire l'étude. Tel sujet, il va aller en build. Tel sujet,
on va livrer, etc., etc. Donc, ce qui a rendu un peu le travail connecté de la stratégie. Donc, en gros, le responsable du portefeuille, maintenant, il arrive, il peut voir son thème stratégique, il peut voir les objectifs, il va aller voir les jalons, il sait exactement sur quoi le train est en train de travailler, exactement ce qui va sortir à la fin du trimestre. Donc, on a mis en place ce cycle trimestriellement par tous les trimestres, donc en fait, le même cycle qui se répète. Et évidemment, quand on met tout ça en place, on va arriver, donc là, c'est ce que je viens déjà de présenter ça, on arrive déjà à ce qu'on appelle les vérités inconfortables. Moi, j'aime bien parler de ce truc-là parce que c'est le moment où tout, on va dire, tout peut bien se passer jusqu'à arriver à ce moment-là. Quand vous allez poser la stratégie, vous allez poser les budgets et vous allez faire la répartition budgétaire, vous allez comparer ça avec la capacité, on va se retrouver avec ce qu'on appelle les vérités inconfortables. Quand je dis ça, pourquoi je les appelle les vérités inconfortables? C'est que on va se retrouver avec des équipes euh, qui sont soit en surcapacité, soit en sous-capacité. Les équipes en surcapacité, ça pose pas trop de problèmes parce qu'on se dit, OK, on va juste reprioriser les sujets, on va juste décaler tel sujet, et c'est bon. Il y aura pas trop de problèmes. Ou bien des fois, on peut se dire, OK, il n'y a pas de souci, on va augmenter la capacité de cette équipe. Mais là où c'est compliqué, c'est quand on va se retrouver avec deux, trois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, c'est qu'on s'est retrouvé avec deux équipes euh, pour lesquelles, en fait, il n'y a aucun sujet pour les 2 années à venir. Parce que nous, quand on a fait le travail stratégique, c'est vrai qu'on fait une revue trimestrielle, mais la première picture, elle portait sur 2 ans, donc 2026 et 2027. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des équipes qui n'ont pas beaucoup de choses à manger sur l'année 2026. Et donc là, du coup, on voit les défaillances à la fois dans la structure du train, à la fois dans des équipes qui sont là juste, franchement, à rien faire. Ils sont payés à rien faire. Donc, du coup, faut prendre des décisions. C'est pour ça que je leur disais, moi, à chaque fois, attention, on va arriver à un moment où le LPM, donc ça parle de la transparence. Si vous mettez tout, obligatoirement, il va falloir prendre des décisions qui vont être un peu dures. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Donc, c'est là où on commence à avoir de la frustration. On commence à avoir des gens qui vont nous dire, ouais, mais non, mais moi, je peux pas, c'est des humains derrière, je peux pas leur dire du jour au lendemain, vous n'avez pas de sujet à faire, donc là, il faut qu'on invente des sujets, etc., etc., etc. Forcément, il y a quand même le côté humain à gérer. Nous, ce qu'on a fait pour gérer ça par rapport à ces équipes, on leur a dit maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi travailler pendant un an. Donc, c'est une dizaine de personnes. Ces dizaines de personnes, on n'a pas de quoi les alimenter. Donc, il n'y a pas assez de sujets pour eux. Il y a deux façons de faire. Donc, euh, soit on va utiliser les 20-15% du PI pour les faire monter, 15-20% de capacité de PI, de l'innovation pour les faire monter en compétences sur de nouveaux sujets qui sont, on va dire, en sous-capacité. Euh, et euh, et, euh, on traite ces sujets-là, donc on les fait monter, donc après on les bascule, ils vont commencer à monter en compétences, ils vont changer, on va dire, un peu les métiers. Surtout généralement, c'est plus, ils font ça généralement plus pour les internes. Mais pour les externes, comme moi forcément je suis aussi externe, donc vous connaissez un peu l'histoire. Donc quand il n'y a plus de quoi vous alimenter, vous êtes les premiers à sauter. Donc on est les premiers à sauter. Donc ils disent ok, pour les externes, on a un mois de préavis. Donc ce un mois de préavis, on va les informer. Et puis par la suite, on les sort, mais on se retrouve quand même avec chez ce client-là, donc il y avait 60% des internes. Donc ces 60% des internes, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, sortez. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne leur changement et on va dire, évolution vers d'autres sujets. Et on se retrouve aussi avec une autre vérité. Donc à part ce problème de capacité, c'est un problème d'efficacité. On se rend compte que, par exemple, quand on a fait le point avec les business owners et la partie business
sur les attentes pour la fin de 2025, ils nous ont dit, on attend ça, un certain nombre d'éléments, un certain nombre de livrables. Et quand on a fait le point avec les gens du terrain, maintenant qu'on a réorienté le travail stratégique, qu'on a fait ce travail pour démarrer 2026 proprement, on s'est rendu compte que quasiment la moitié des sujets attendus par le business, ils vont pas sortir. Donc, on a trouvé que le train, il n'est pas efficace. Ce qui est logique, parce que le train, il n'est pas efficace, on finance des gens qui font des choses qui n'apportent aucune valeur. Tout ce qui est attendu par le business, tout ce qui est attendu par le métier, il sort pas. Pourquoi il sort pas? Parce que les équipes, ils sont en train de travailler sur autre chose qui n'a rien à voir. Donc c'est là où on se dit, ok, maintenant le LPM c'est intéressant, ça prouve maintenant, on sait exactement sur quoi on va travailler, on sait exactement ce qu'il faut livrer, et ça simplifie un peu à la fois la gouvernance, à la fois la gestion de la capacité. On prend juste de l'avance. C'est là où c'est le conseil que je peux vous donner si parmi vous, vous allez faire du déploiement du LPM. Donc, si vous rentrez dans un cycle SPR, participateur budgeting, portfolio sync, etc., vous pouvez toujours essayer d'avoir un semestre d'avance, ce qui vous permet de faire les ajustements budgétaires, les ajustements capacitaires, sans poser trop de problèmes. Vous allez pouvoir absorber les 1 mois de préavis, vous allez pouvoir absorber les montées en compétences et vous aurez toujours la possibilité à 7 ans, vous avez toujours à 7 ans pour prendre les bonnes décisions ce qui est de permettre on va dire aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions. Évidemment, le LPM, ça, vous savez, donc il oblige à dire non. Donc, quand on va se retrouver avec une équipe en sous-capacité, évidemment, il va falloir dire, OK, ce sujet-là, on va le décaler. Et ce qui est bien aussi avec le Lean Portfolio Management, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est que au début, il me disait, on n'arrête jamais les sujets. Donc, quand on lance un projet, obligé, il faut qu'on aille jusqu'au bout. J'aurais dit, OK, mais il y a quand même la notion de valeur. Par exemple, un sujet qui sort à une période, donc il a une grande valeur, mais à un moment, petit à petit, la valeur, elle va baisser. Donc, si on met du temps à sortir le sujet, peut-être que la valeur ne sera pas intéressante. Du coup, c'est pas intéressant de lancer le sujet. Ils ont dit, non, nous, on va jusqu'au bout. Maintenant, avec le LPM, quand on fait des MVP et quand on fait des revues de MVP lors des portfolio sync, ils peuvent décider d'arrêter. Donc, ils peuvent dire, non, ce sujet, franchement, on va pas aller jusqu'au bout, on va arrêter d'investir dessus. Ça nous rapporte rien. Et ça, je l'ai vu. C'est là où j'aurais dit, maintenant, vous pouvez dire que vous avez réussi votre déploiement du LPM parce que vous arrivez à arrêter les sujets. C'est là où on peut dire que c'est la grande réussite du LPM, c'est quand on commence à arrêter les sujets en plein milieu. Et ne plus se soucier de ce qui a été dépensé, mais plus de réfléchir à ce qu'il nous reste à dépenser pour finir les sujets. Voilà rapidement on va dire les quelques vérités inconfortables qu'on met en évidence, qu'on rend visible dès lors qu'on déploie proprement le LPM. On se rend compte que le train, il n'est pas efficace. Il n'est pas aligné avec les priorités de business, donc il ne sort pas exactement. Il y a tout le temps des écarts, il y a tout le temps des retards. On se rend compte qu'on a des équipes payées, pour pas dire entre parenthèses, payées à rien faire, donc payées, mais pour travailler sur des sujets non prioritaires, des sujets qui n'apportent pas une grande valeur ajoutée. Et évidemment, il n'y a pas d'alignement stratégique entre ce qu'on est en train de développer et les attentes de l'entreprise. Du coup, nous avons une question sur la partie précédente de Gilles. Il a écrit dans la version 6 de SAFE, ça a été corrigé. Le LPM a été remonté au début de la roadmap de déploiement, même en amont de l'organisation autour de la valeur et la formation des trains. Cela permet d'éduquer les C-level aussitôt. J'ai une question sur la priorisation. L'algorithme WSGF avantage des choses avant un job duration faible ou en coût faible. Quels règles avez-vous pour prioriser les épiques très grosses et à cost of delay élevé malgré tout? Et cost of delay élevé malgré tout.
Le Rex, nous, sur le WGF, c'était très simple. C'est que euh, on priorisait en fonction de la colonne du combat de maturation. Donc, quand on est en fait sur, euh, sur une épique en reviewing, dans l'effort de travail, donc dans l'effort de travail, on va mesurer que l'effort de travail pour sortir du reviewing, pour aller vers l'autre, vers l'étape d'après l'analyzing. En gros, on prend en considération que la partie étude, par exemple, et on dit, OK, cette épique-là, elle est en reviewing. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, donc on ne saura pas définir l'effort de travail pour la prioriser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commençait à regarder que l'effort de travail de l'étude. Est-ce que ça demande une étude approfondie? Est-ce que ça demande juste qu'on se retrouve en atelier, qu'on regarde les impacts rapidement? Donc, c'est à partir de là qu'on a géré l'effort de travail. Là où ça devient important et on regarde plus l'effort de travail dans sa globalité, on s'est en sortie d'analyzing. En sortie d'analyzing, on refait une repriorisation WGF sur la base de ce qui va du coût global parce qu'on aura plus de visibilité on a un macro chiffrage, on sait exactement vers où on va aller, ce qu'on veut faire, à minima sur le périmètre du MVP. Et c'est là où on va prendre en considération. Du coup, nous, au début, on mettait sur l'effort de travail que la charge, on va dire que la paritude. Plus on avance dans le Kanban, plus on revoit à chaque fois les épiques, on revoit à chaque fois les efforts de travail. Et évidemment, on fait le WGF colonne par colonne. Reviewing entre elles, les épiques on analyse entre elles, les épiques on rédige entre elles. Une fois que ça arrive en implementing, on refait plus de WGF, ce qui est logique, donc ça descend au niveau de la feature, et c'est la feature qui est la priorisation, elle est faite au niveau de la feature par le train. Donc, du coup, on n'intervient plus. Là où on s'est intervenu, nous, on est intervenu, en fait, quand on a posé la stratégie avec les épiques, la vision 2026, c'est qu'on s'est retrouvé avec des épiques en implementing qui sont arrivés, qui étaient censés se terminer à fin 2025, mais ils se sont pas terminés. Donc, on s'est retrouvé avec ces épiques-là. On était obligé de refaire un WJF sur ces épiques-là et revoir l'effort de travail qui reste pour les finaliser, pour dire est-ce qu'on les lance tout de suite en début 2026 ou bien on les décale. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec toi sur la partie safe. Ils ont corrigé pour mettre le LPM au début. Mais quand je regarde, en fait, ça reste un peu la théorie, mais quand je regarde ce que j'ai vu, donc j'ai fait 3-4 clients aujourd'hui dans le déploiement safe, ça arrive toujours à la fin. Moi, sur tous mes déploiements, j'ai fait un déploiement, on va dire, from scratch safe, avec Value Stream jusqu'à design des trains, etc. J'ai fait, donc on était encore en version 5, et j'ai fait le LPM, je l'ai intégré dès le début. Je l'ai mis dès le début, j'ai mis le LPM. Ça a un peu fluidifié le déploiement, et c'est ce que je recommande. Tant mieux s'ils l'ont mis côté safe, donc c'est très bien, ils ont compris il faut l'intégrer dès le début. Mais dans la pratique et dans la mise en pratique aujourd'hui, il n'est pas encore bien compris que ce n'est pas fait par l'ensemble des coachs, ce n'est pas fait par l'ensemble des TSPC aujourd'hui. Tu as une autre question? Parce que comme je ne vois pas l'écran, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, alors nous avons une autre question de Florence qui te dit d'abord merci pour la présentation très intéressante. Comment discerner la valeur d'une évolution corrective versus une nouvelle fonctionnalité qui permet de développer l'activité? Ouais. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Donc, en fait, dans les épiques, donc nous, on fait quand même une séparation. Il y a quand même une intelligence, il y a une intelligence, il y a quand même une responsabilité qui est au niveau du train qu'il faut pas casser. Dans le sens où nous, ce qu'on suit et ça même le SAFE, il le dit, ce qu'on suit dans la gouvernance LPM et dans les SPA, etc., les participatory budgeting, etc., on suit que les épiques où on va créer, on va créer de nouvelles offres, de nouveaux produits. Mais donc, tout ce qui est petites évolutions, corrections, ce type de choses, donc on fait une sorte d'épique générique. Ça, il y en a plein qui le font. Et ça permet en fait de simplifier. Donc, on se dit, OK,
Par exemple, on a un composant, on a un produit. On crée une épique générique pour, les petites évolutions de ce produit-là, ou bien les corrections de ce produit-là. Et on va réserver de la capacité au niveau des équipes pour traiter ces épiques. Et ces épiques, on leur définit des hypothèses de bénéfices. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre qu'est-ce qu'on met comme KPI pour suivre ces atteintes d'objectifs? Et on les sort de cette gouvernance. Donc, il y a la capacité réservée de l'équipe, par exemple 20-30%, et donc ils vont faire leurs features et ils vont traiter leurs les petites évolutions correctives, les corrections, indépendamment de la capacité qui est réservée au build qui est piloté par le LPM, qui est bien évidemment comparé en termes de priorité entre les différentes épiques. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on gérait. Donc c'est moi ce que je recommande. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait chez 3 clients. Ça a toujours bien marché. Donc ça leur simplifie la vie. On leur dit pas parce que tu as une correction sur un composant que tu dois faire une épique passer par par ce circuit-là. Non, il y a une poche budgétaire et une capacité réservée pour traiter ça. Quand il y a une correction qui arrive, on le fait à la maille de la feature qu'on raccroche à cette épique ou bien cette épique-là générique, et puis on la traite directement dans le train sans rentrer dans la priorisation. Elle rentre jamais en concurrence avec les épiques avec les épiques du portefeuille. On voit l'épique dans sa globalité dans le portefeuille, mais dans une case qui est run, ou bien petites évolutions, ou l'appelez en fonction des clients. On la voit dans le portefeuille, mais elle n'est pas arbitrée au même titre que les autres. Elle n'est pas comparée, il n'y a pas de WJF dessus. C'est direct en implementing parce que c'est du correctif. Voilà comment on répond à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Florence? Oui, c'est bon. Tu as une autre question ou... On a une autre question de la part de Marie. Quel outil utilisez-vous pour visualiser la traçabilité du LPM, de la stratégie, thème, puis décomposition en épique, budget, puis backlog en features, etc. Ouais. Chez mes 2 clients où j'ai fait ça, on va dire proprement, on avait utilisé Clarity, l'outil PPM Clarity. On a mis en place les thèmes stratégiques dedans, les enveloppes budgétaires, on avait les thèmes, les objectifs, les jalons. On avait les épiques avec le commande de maturation. Et Clarity, il a été interfacé avec Jira. Donc, dès qu'on arrivait à la My Feature, donc la feature, c'est Jira qui reprenait la main pour toute la partie opérationnelle. Et donc, tout le suivi opérationnel, avancement, consommation, ça remontait de Jira, ça a été déversé dans Clarity. Et Clarity consolidait tout à tous les niveaux, niveau épique, niveau thème stratégique, niveau portefeuille, etc., etc. Donc ça, c'était le premier exemple que j'ai fait. Chez deux clients, on a utilisé Clarity. Chez mon troisième client, donc ils n'avaient pas Clarity, ils avaient un autre outil 6 formats. Donc on a fait, donc là c'est un peu de bidouillage, donc 6 formats pour la partie budgétaire, Jira pour la partie opérationnelle. Il n'y avait pas de pont. On essaie de monter une sorte de... Bon, les thèmes stratégiques, malheureusement, ils sont dans Confluence avec des fichiers Excel, donc c'est vraiment pourri. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais bon, pour l'instant, le temps, mais ils ont compris qu'ils ont besoin d'un outil, donc le temps de mettre en place un outil. Donc l'idée, il y en a plein qui disent, OK, il y a Jira Online. Je l'ai vu, mais moi, pour vous dire clairement, ayant déjà fait des outils PPM, Jira Online, il a des limites. Donc, vaut mieux prendre un outil PPM et le coupler avec un outil avec Jira, faire des interfaces. Le PPM, les outils PPM, ils sont très bien pour gérer les portefeuilles, les budgets, le capacity planning, la gestion des ressources. Et Jira, il est super pour la partie agile. Donc, on fait un pont. Toute la partie LPM, elle est dans l'outil PPM tel que Clarity, ça peut être PlanView, ça peut être Planisware, ça peut être Orchestra. Il y a plein d'outils dans le marché qui font ça. Et la partie agile, Jira, et puis on fait un pont entre les deux. C'est bon, tu as une autre question? Comme je ne vois pas, je sais pas.
Non. Dernière question pour Ellie qui te dit si c'est une maintenance sur incident, genre grosse faille de sécu, elle peut être démissionnante en budget? Bah, en fait, c'est quand on définit, quand on pose les thèmes stratégiques, généralement, moi, ce que je recommande, c'est que même si ça n'a pas trop de sens, on pose un thème stratégique qu'on appelle réglementaire ou risque, risque et réglementaire. Et dedans, on réserve une petite poche avec des objectifs, c'est fiabiliser notre système, fiabiliser enfin, je sais pas, répondre à tout ce qui est réglementaire. Et donc, du coup, si on a ce type de correction, donc forcément, on fait naître une épique pour, par exemple, revoir tout ce qui doit être revu dans le cadre de cette faille de sécurité, dans le cadre de ces problèmes de sécurité. Et comme c'est un thème qui est à part, donc forcément, l'épique, elle va être prioritaire. On va mettre une urgence dans le WGF, donc on a plusieurs critères. Il y a le critère d'urgence, il y a le critère d'alignement avec les stratégies, il y a le critère de la valeur. Donc, on met des notes élevées, donc ce qui fait que ça va leur monter bien en tête et elle va passer, bien évidemment, devant toutes les autres répliques qui créent des nouvelles choses parce qu'il faut stabiliser d'abord le système qui rapporte de l'argent plutôt que de créer de nouvelles choses. Donc, ça se fait. Donc, il faut juste y penser quand on pose les thèmes stratégiques, qu'on pose les épiques, qu'il va falloir avoir réservé, je ne vais pas dire réserver de la capacité, juste prévoir du budget pour du réglementaire, pour les risques, pour ces problèmes-là. Comme ça, on sait répondre. Et quand ça arrive, bah forcément, étant donné qu'on a nos épiques qui sont ordonnancées, c'est comme une backlog dans un sprint, une backlog au niveau du portefeuille, bien ordonnancée, bien triée. Bah, on prend l'épique, elle remonte évidemment parce qu'elle est plus prioritaire. Elle passe devant tout le monde. Elle passe devant toutes les autres épiques. Et dans le cas où on a des petites corrections dans ce sens-là, donc ça rentre dans l'épique générique que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, l'épique générique sous forme d'une feature qui arrive dans PI, on dit il faut faire cette feature-là. C'est dans la capacité réservée, de toute façon, qui n'est pas en concurrence avec la capacité du build. Donc on est tranquille, donc ça passe en priorité, c'est priorisé. En management review lors du PI, on la remonte, on l'affiche et on l'arbitre et tout. Voilà. Et Ellie te demande aussi, du coup, c'est quoi le seuil si on consomme trop dans la générique? En fait, il y a pas de seuil. Donc, ce qu'on fait dans le participatory budgeting, quand on va allouer de la capacité, on va distribuer le budget. On distribue le budget, donc on choisit par exemple les, on va dire, les périmètres d'allocation de ces épiques génériques. On dit par exemple, on a un parcours qu'on va, euh, qu'on va financer. Ce parcours-là, on va le financer à hauteur de 100 k. 100 k, ça représente plus ou moins, allez, 120 jours hommes sur une période de 3 mois, donc ça représente plus ou moins, allez, 5-6 personnes. Je dis ça comme ça, donc je n'ai pas fait les calculs. Donc c'est 5-6 personnes. Donc, quand on a des demandes qui rentrent dans cette épique générique, on les traite. Mais il y a quand même un suivi qui est fait lors des portfolios sync. On remonte cette épique. L'épique, elle est dans le portefeuille. On la voit. On voit qu'on a alloué 100 k, on a consommé 50 k, bah attention, on a 50 k. Donc, du coup, au prochain cycle, prochain portfolio sync, enfin, prochain, pardon, participateur budgeting, on va afficher l'allocation initiale, on va afficher ce qui a été consommé, et après, on ajuste. On ajuste, on dit que, par exemple, cette épique générique, elle a consommé plus que cette épique générique, bah, soit on fait une distribution de budget, parce que généralement, les enveloppes sont miscibles, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'étanchéité. On peut transférer les budgets. Il y a le save qui nous dit, bah, faites un seuil de portefeuille, faites passer par une épique, créez une épique. Enfin, ça, c'est beau sur le papier, mais dans la réalité du terrain, avec les urgences, ça marche pas très bien. À chaque fois que j'ai essayé de le mettre en place, ça n'a pas fonctionné. Donc, on alloue une enveloppe et on regarde cette enveloppe et on la suit. Dès qu'on commence à se rapprocher de la fin de cette enveloppe, on se pose. Soit, si on a trop consommé, ça veut dire que ce qu'on a alloué n'est peut-être pas suffisant. Si on a sous-consommé, ça veut dire qu'on a alloué beaucoup plus que ce qu'il faut. Donc, si on a réservé 5 personnes, peut-être qu'il faut réserver que 4 ou peut-être qu'il faut que réserver 10. Et voilà. Mais la notion de seuil, moi, je n'aime pas trop.
C'est ce que dit Safe. Il dit bah, c'est 40K ou 45K ou je sais pas quoi. Euh, moi, j'aime pas trop ça parce que ça fait que pour chaque petite évolution, on va venir polluer le portfolio sync par des petites épiques qui n'apportent pas une grande valeur ajoutée, mais ils vont juste corriger un incident, corriger un composant. Donc, moi, je ne vous recommande pas. Il vaut mieux réserver une enveloppe et gérer par rapport à ça. Il faut partir simple. C'est pour ça que je vous dis, et là, ça rejoint un peu le slide que j'affiche, c'est qu'il faut vraiment éviter les erreurs de buy the book. Hein. Safe, il est très bien structuré, mais il ne répond pas à toutes les problématiques terrain. Euh, c'est pour ça qu'il faut se mettre à la place des opérationnels, essayer de s'adapter, donc essayer de simplifier et d'essayer de rendre les choses beaucoup plus simples pour tout le monde. Voilà. Ok, très bien. Et nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer via le chat. Bon, après, évidemment, comme vous savez, donc, tout ça, c'est beau sur le papier, c'est bien quand on arrive à le déployer, mais ça marchera jamais si on n'a pas de sponsorship, si on n'a pas de... Enfin, avant de déployer, moi, c'est un conseil que je vous donne, avant de déployer le LPM, faites un diagnostic du périmètre que vous allez déployer. Parce que vous pouvez vous retrouver avec un périmètre qui n'est pas prêt pour accueillir du LPM, vous allez juste perdre votre énergie. Euh, Passer du temps à avoir des réunions désagréables qui vont vous apporter rien et qui vont juste vous démotiver. Donc, vaut mieux à chaque fois commencer par un petit diagnostic. Ça vous permet déjà de choisir et de définir le mode de déploiement que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez commencer par la partie opérationnelle ou la partie stratégique? Parce que des fois, ça peut être plus intéressant de commencer par la partie stratégique dès le départ. Mais des fois, quand tu as déjà un train qui est déjà lancé, bah forcément, tu es obligé de commencer par la partie opérationnelle, mettre en place le Kanban pour regrouper des features dans des épiques avant de ramener la partie stratégique pour faire le lien entre les deux et remonter tout ça. Donc, et il faut vraiment pas dérouler les slides et les slides de Safe et présenter. Hein, ça ferait vraiment, il faut l'éviter quand on commence à parce qu'on a en face des gens qui n'ont pas trop de temps et des gens qui nous ont pas attendus pour avancer, il faut parler leur langage, il faut vraiment se mettre à leur place. Moi, je suis opérationnel, ils sont en train de me présenter ces slides safe, je vais décrocher au bout de 5-6 slides, je vais décrocher. Bah, eux, ça va être pareil. Il faut choisir quel rythme vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez commencer par la partie opérationnelle, quitte à la passer du temps, à la stabiliser? Une fois que c'est stabilisé, leur dites maintenant que c'est stabilisé, on va introduire la partie stratégique. Une fois que c'est posé la partie stratégique, vous rajoutez la dimension budgétaire. Tout cadrer dès le début et tout mettre dès le début, vous allez perdre tout le monde. Il n'y a personne qui va vous suivre et vous n'aurez plus de sponsorship, vous n'aurez rien du tout et vous n'allez pas réussir. Donc, un petit diagnostic au début et puis poser les briques, brique après brique, comme ce qu'on fait quand on déploie le safe, le value stream mapping, etc., etc., etc. Bah, c'est le même principe. Commence par, en fonction de la maturité, en fonction des gens en place, en fonction des façons de fonctionner, en fonction de comment ils ont l'habitude de gérer leur budget, leur priorité. On pose un cadre et on essaie de suivre. Voilà. Bon, bah, c'est, comme vous savez, un lean portfolio management, c'est pas un framework. Contrairement à à ce qu'on pense, c'est pas vraiment un framework. Moi, j'aime pas du tout le classer comme un framework. Pour moi, c'est juste un endroit où on prend des décisions. Donc, c'est une régularité. C'est un moment où on se pose pour prendre des décisions stratégiques, budgétaires, opérationnelles. C'est tout. Et à partir de là, on décline. Voilà. Et c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on arrive déjà après. Oui, nous sommes déjà arrivés à la fin. Il est déjà 13 heures. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Mohamed. Si tu veux évidemment laisser ton LinkedIn, peut-être je pourrais le partager aux personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et Oui, bien sûr. ouais, le replay, normalement, va vous être partagé sur YouTube, mais je vais vous également faire un mail cet après-midi avec la slide de Mohamed.
et le replay de la vidéo pour ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu regarder jusqu'à la fin. Ben, merci beaucoup, Mohamed, Merci à pour cette vous. intervention. Ça a été très intéressant. Et merci à tout le monde qui se sont connectés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et au revoir. Merci à vous. Au revoir.